notre idée de départ, c'était d'apporter aux élus de la Nièvre des informations qui soient utiles sur les ressources en bois et en matériaux biosourcés de leur territoire, pour ensuite pouvoir faciliter leur utilisation dans la construction et la rénovation des bâtiments. Bonjour mes chers collègues élus, chers acteurs de la transition énergétique nivernaise. Je peux hélas être avec vous cet après-midi pour des problèmes d'agenda et je le regrette. Le Ciel, en partenariat avec l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, vous accueille aujourd'hui à son premier webinaire qui a pour thématique l'utilisation du bois local et des matériaux biosourcés dans la construction et la rénovation des bâtiments. Dans les conditions sanitaires que nous connaissons actuellement, de nombreux webinaires sont organisés très fréquemment par différents acteurs et structures pour partager des connaissances et échanger sur des sujets très variés. Nous avons souhaité rejoindre cette dynamique qui permet de maintenir les échanges entre nous en vous proposant aujourd'hui de suivre celui-ci qui a pour intérêt de porter spécifiquement sur la Nièvre. En effet, il va vous donner l'occasion d'évoquer les ressources en bois et matériaux biosourcés de notre département, mais aussi de mieux connaître les entreprises locales, de discuter du rôle des décideurs publics, de présenter des projets nivernais exemplaires dans ce domaine. Le réseau Agité, les agitateurs de la transition énergétique nivernaise, est à l'initiative de ce webinaire. Ce réseau rassemble des chargés de mission, des conseillers info-énergie, des agents de développement, des chefs de projet, des conseillers en énergie partagée, toutes et tous issus des collectivités nivernaises. Autant d'acteurs sur des sujets ciblés ou non qui participent avec passion à la transformation énergétique de notre département. Initié sous l'impulsion de l'ADEME et animé par le service Transition énergétique climat du CIEN, le réseau Agité se donne pour mission de diffuser du savoir autour de la transition écologique pour faire avancer les projets sur notre territoire. Dans cet objectif, il organise ce premier webinaire qui sera suivi par d'autres rendez-vous chaque mois sur des sujets différents. Prenez note que le prochain webinaire en mai portera sur la mobilité, le suivant sur l'urbanisme durable. Et puis ça continuera ainsi. Aujourd'hui, nous avons choisi de débuter par le sujet du bois et des matériaux biosourcés dans la construction et la rénovation, car la filière bois est une des forces majeures de notre territoire rural, à travers nos marchés publics de travaux. Tout en respectant bien sûr le cadre des marchés publics, nous chercherons à faire travailler en priorité des entreprises locales, tout en respectant l'environnement et donc en utilisant des ressources dont le bilan carbone sera neutre ou, au mieux encore, positif. Comme vous le savez, notre syndicat s'engage au quotidien auprès des collectivités nivernaises et travaille en synergie avec les structures partenaires pour conduire des actions de transition énergétique et écologique. Ce sujet s'intègre donc dans plusieurs de nos missions et nous espérons qu'il sera également inspirant pour vous. Je vous souhaite un excellent après-midi d'échange, de débat et retour d'expérience. Puisse-t-il nourrir vos réflexions. Je remercie particulièrement l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, mais également l'Association des maires de la Nièvre, qui apportent tous deux leur soutien dans la réalisation de ce webinaire. Bon travail à vous toutes et à vous tous. Merci. Voilà, donc on va commencer tout de suite par vous présenter les ressources en bois et en matériaux biosourcés que nous avons dans le département. Et la première chose qui nous semblait importante, c'était de rappeler ce que sont exactement les matériaux biosourcés dans la construction. Donc, Monsieur Moub du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, je vous laisse nous présenter ça. Très bien, merci à vous. Bonjour à tous. Voilà, j'ai le contrôle. Donc, merci pour cette invitation, journée nivernaise de la transition énergétique. Donc, je suis Frédéric Moub, chargé de mission au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en charge de l'animation régionale sur le développement des matériaux biosourcés dans la construction, dans le bâtiment. Donc, une petite présentation de la structure du pôle énergie, qui est le centre régional sur le bâtiment durable, qui est au service des professionnels du bâtiment et des acteurs. C'est une régie de la région, financée principalement par la région Bourgogne-Franche-Comté et par l'ADEME, pour conseiller les professionnels. Nous apportons une expertise sur des sujets techniques et réglementaires en lien avec la construction durable. Nous organisons des formations, elles peuvent être qualifiantes ou non, des formations sur des plateaux techniques, bois énergie, pompe à chaleur, ventilation, isolation, pour que les entreprises deviennent RGE. Nous organisons également des rencontres thématiques que l'on appelle les rendez-vous du bâtiment innovant, pour faire le point sur une thématique choisie.
Et nous mettons aussi à disposition des ressources et des outils gratuitement auprès des professionnels. Ça peut être la documentation, des guides techniques ou des prêts d'outils de mesure comme caméras thermiques et autres. Alors, qu'est-ce qu'une petite définition des matériaux biosourcés? Donc, le matériau biosourcé est un matériau qui intègre de la biomasse végétale ou animale, c'est-à-dire de la matière fabriquée par les êtres vivants, les rendant renouvelables, par ce fait, performants et plus sains que les matériaux dits conventionnels. Ils sont particulièrement adaptés aux enjeux actuels du secteur du bâtiment qui vont intégrer avec la future réglementation environnementale une analyse de cycle de vie visant à quantifier les impacts environnementaux des matériaux. Donc, les matériaux biosourcés couvrent un large éventail d'applications et sont adaptés aussi bien en construction qu'en rénovation. Dans cette présentation, je vais vous parler principalement d'isolants, car c'est dans le domaine de l'isolation thermique que l'application des matériaux biosourcés est majoritaire. Mais d'autres solutions se développent rapidement, comme les matériaux composites à base de bois, de chanvre, des produits d'aménagement intérieur, tels que la peinture, les revêtements de sol, muraux et bien d'autres. Alors, les matériaux biosourcés. Donc, on retrouve des bioressources pour le bâtiment dans la sylviculture, l'agriculture et le recyclage, notamment parmi les principaux matériaux utilisés pour la fabrication d'isolants. On retrouve le bois, avec des isolants en base de fibres de bois qui sont déjà couramment utilisés par les professionnels de la construction. Le plus souvent, ils sont utilisés en panneaux semi-rigides ou rigides. Ils sont fabriqués par des fibrages de déchets de bois non traités qui sont issus de scieries ou de gestion forestière. Ces panneaux rigides sont utilisés pour isoler les sols, les murs et les toits. Ils peuvent être très denses et sont donc résistants à la compression. Ils apportent un confort thermique hiver comme été et ils régulent parfaitement les migrations de vapeur d'eau à l'intérieur des bâtiments et sont très efficaces contre les nuisances sonores. La paille de céréales, qui compose la botte de paille et qui provient directement du champ, est reconnue pour ses qualités d'isolant thermique et acoustique. Les bottes de paille peut avoir aussi un rôle de support d'enduit. Ainsi, elles peuvent être aussi utilisées comme élément structurel d'un bâtiment. C'est un produit de l'agriculture qui est abondant, car si on utilisait seulement 5% de la paille qui retourne au sol, on pourrait isoler environ 500 000 logements par an. D'un point de vue normatif, ce sont les règles professionnelles pour la construction en paille qui constituent le cadre de référence pour son utilisation, que ce soit pour des maisons individuelles, des logements collectifs ou des bâtiments publics. Il y a de nombreux projets en paille qui voient le jour en France, environ 500 par an. Et là, nous avons actuellement à côté de chez nous, dans le Doubs, la construction d'un collège en paille qui va commencer à la fin du mois. Le chanvre, il faut savoir que la France est le premier cultivateur de chanvre d'Europe, avec plus de 18 000 hectares de chanvre cultivés en 2018. C'est à peu près 50% de la surface totale européenne de chanvre. On le retrouve sous forme d'isolant en laine de chanvre, fabriqué avec la partie ligneuse de la plante qui entoure la tige, et sous forme de mortier et de béton qui sont fabriqués avec la tige, qu'on appelle la chenoute. Le béton de chanvre n'est pas porteur, il s'utilise en remplissage de structures porteuses, comme enduit isolant sur surface maçonnée et en dalle isolante. Les règles professionnelles constituent également le cadre de référence applicable pour la mise en œuvre sur les chantiers. La ouate de cellulose, donc elle est fabriquée à partir de vieux journaux ou de coupes d'imprimerie. Utilisée en vrac ou sous forme de panneaux semi-rigides, la ouate de cellulose est l'isolant le plus employé dans la construction, l'isolant naturel le plus employé, notamment par soufflage dans les combles perdus et en insufflation dans des caissons de bois pour les toitures et les murs. Tout comme la fibre de bois et le chanvre, ses capacités thermiques élevées permettent d'accroître l'inertie thermique et confèrent un confort hivernal comme estival. Il existe également des isolants en base de coton issus du défibrage de vêtements, des laines de mouton issues de l'animal, et selon les régions, une multitude de bioressources différentes, à base de céréales et bien d'autres. Alors, les atouts, donc des performances thermiques et hygrothermiques. Alors, les matériaux biosourcés possèdent des propriétés allant bien au-delà de leur simple performance thermique pour l'isolation des bâtiments. Ce sont des matériaux poreux et hygroscopiques qui les rendent efficaces pour réguler les variations de température et d'humidité à l'intérieur des bâtiments. C'est ce qu'on appelle le comportement hygrothermique. Cette caractéristique le rend aussi plus stable dans le temps que les matériaux synthétiques. Ils offrent aussi d'excellentes propriétés acoustiques, souvent supérieures à celles de leurs homologues conventionnels.
un confort d'été sain, été comme hiver. Donc, issus de ressources naturelles, en fait, les matériaux biosourcés sont réputés pour offrir une grande qualité d'air intérieur. Leur seuil d'émission de composés organiques volatiles, classé A+, en général, est inférieur à la classe européenne la plus exigeante. Les parois biosourcées retardent également le transfert de chaleur à l'intérieur des parois, c'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Cette caractéristique propre aux isolants biosourcés permet d'assurer un confort intérieur du bâtiment, été comme hiver. Des matériaux fiables et validés techniquement. Donc, ils répondent, tous les matériaux biosourcés répondent strictement aux mêmes exigences que tous les autres matériaux. Ils sont soumis aux mêmes cadres normatifs et réglementaires et passent les mêmes tests. Ils disposent généralement d'évaluations techniques et bénéficient de règles professionnelles et leur mise en œuvre ne modifie pas nécessairement le système constructif. Concernant la réglementation environnementale, bon nombre de matériaux biosourcés possèdent désormais des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, qui se positionnent favorablement pour la RE 2020. Alors, c'est un moyen pour réduire le bilan carbone de la construction. Bien sûr, l'une des particularités des produits biosourcés, c'est qu'ils stockent du carbone, ou plutôt du dioxyde de carbone, le CO2. En effet, ces produits sont constitués à base de matières premières à l'origine qui étaient des plantes captant du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 stocké dans la plante ne va donc pas contribuer au réchauffement climatique, du moins durant toute la période pendant laquelle il restera stocké dans le produit sous forme de matière. C'est pour les raisons qu'on considère que les matériaux biosourcés répondent à l'urgence climatique. Donc là, je vous ai fait une petite cartographie régionale où on a, donc, bien sûr, donc, dans notre région, on a 2 filières qui sont présentes sur le territoire. On a, avec l'interprofession de la filière bois et forêt, donc FIBois-Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, pardon, qui représente tous les acteurs de la filière bois et qui œuvrent pour le développement et la promotion du bois dans la région. Donc, ils ont une antenne à Dijon et à Besançon. Il y a également la filière chanvre, où de nombreux acteurs de cette filière, comme les maîtres d'œuvre, bureaux d'études, transformateurs de paille de chanvre, fabricants de matériaux, artisans et formateurs, se sont regroupés pour former une association qui s'appelle Bourgogne-Franche-Comté Chanvre. Concernant les fabricants d'isolants, nous avons le privilège d'avoir la société Noviden, basée en Saône-et-Loire. C'est le seul fabricant de ouates de carton de France. C'est un isolant semblable ou comparable à la ouate de cellulose, mais qui est composé uniquement de carton recyclé. Au niveau du chanvre, il y a Eurochanvre en Haute-Saône, donc pour la transformation du chanvre, Biosys dans le Doubs pour la fabrication des blocs de béton de chanvre. Et concernant la paille, il y a plusieurs agriculteurs ici dans la Nièvre qui produisent des bottes de paille à destination de la construction pour être utilisées dans le bâtiment. Il n'y a pas de fabricant dans notre région de fibres de bois en Bourgogne-Franche-Comté, mais il y a Pavatex qui est limitrophe là dans le Grand Est, dans les Vosges, qui eux fabriquent de la fibre de bois. Voilà, c'est un complément d'adresse sur les filières locales. Et là, en ressources, je pense que ce diaporama sera diffusable et vous aurez les ressources donc en cliquant. Ce sont les ressources de l'AQC, l'Agence Qualité Construction, où il y a 2 guides de référence réalisés par l'AQC, donc sur les points de vigilance à avoir sur l'utilisation des matériaux biosourcés et sur les 12 enseignements à connaître sur la mise en œuvre. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite parce qu'on est assez pris par le temps, donc j'espère que voilà, j'en ai fini pour le moment. Eh ben, merci beaucoup pour ces éléments qui redonnent bien le contexte du webinaire. Et effectivement, on vous enverra le support de présentation avec toutes les différentes ressources. Alors maintenant, on va enchaîner sur un petit point d'actualité présenté par Monsieur Legros de la DDT de la Nièvre sur la réglementation environnementale 2020 qui va venir justement encourager l'utilisation de ces matériaux. Oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, ça marche bien. Très bien. Donc, je vais donc poursuivre la présentation. Donc, Quentin Legros de la DDT, donc chef du bureau bâtiment et accessibilité. Donc, dans mon service, voilà, on traite, voilà, on suit un peu l'actualité de la réglementation en réalisant une veille juridique. Et donc, du coup, à cette occasion, on va vous présenter, je vais essayer de vous présenter rapidement, du coup, les informations qu'on a, les dernières actualités sur la nouvelle réglementation RE 2020, qui a déjà été mentionnée rapidement. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc, dans un premier temps, un peu de contexte. Donc, il y a la stratégie nationale bas carbone qui vise un objectif de neutralité carbone en 2050, donc un objectif ambitieux. Et le secteur bâtiment est un des leviers qui peut permettre d'atteindre cet objectif.
Donc, ce sont des chiffres issus du site du ministère de la Transition écologique. Donc, le secteur du bâtiment, c'est 44% de la consommation énergétique nationale, avec plus de 120 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, agir sur le bâtiment, ça permet, est un des leviers pour atteindre l'objectif neutralité carbone. Et donc, un de ces leviers, c'est créer une nouvelle réglementation environnementale pour les constructions de bâtiments. Donc, cette nouvelle réglementation environnementale va remplacer la RT 2012, donc, qui était l'ancienne réglementation thermique. Et là, on va parler de réglementation environnementale, car elle va prendre non seulement des caractéristiques thermiques, mais également les données environnementales des matériaux et d'autres éléments lors de la construction du bâtiment. Donc, RE 2020, initialement, elle devait être en 2020, mais je vais y venir, la date de prise d'effet a été reportée. Reporté en 2022. Donc justement, j'y viens. Quels sont les bâtiments concernés? Donc ce sont toutes les constructions neuves, donc lors du dépôt de permis de construire. Tous les dépôts de permis de construire à partir du 1er janvier 2022 pour les maisons individuelles et les logements collectifs seront soumis à cette nouvelle réglementation. Dans un second temps, dans quelques mois plus tard, ce sera ensuite au tour du tertiaire, entre guillemets, classique, avec les bureaux et les enseignements primaires et secondaires, donc école, lycée. Puis plus tard, au courant de l'année 2022, les bâtiments tertiaires un peu plus exotiques, un peu plus spécifiques. Et également, là encore, c'est à nouveau, les bâtiments provisoires et les extensions qui seront soumis, dans des conditions qui restent à définir, à cette réglementation. Donc cette RE 2020 elle a de nouveaux objectifs ambitieux, puisqu'elle indique de nouveaux indicateurs et notamment prend en compte l'analyse en cycle de vie, qui est une méthode inédite dans la réglementation. Ce qui est également assez inédit, c'est qu'il y aura une progressivité. Donc, en fait, il y aura différents jalons pour que les différents acteurs de la construction intègrent ces nouveaux objectifs avec des seuils qui seront de plus en plus conséquents au fur et à mesure du temps. Donc, avec quatre jalons, donc 2022, 2024, 2028 et après 2030. Donc, cette réglementation a trois principaux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est réduire la consommation d'énergie. Donc, par rapport à la RT 2012, il y aura un objectif de réduction il y aura une réduction de 30% des besoins bioclimatiques, c'est-à-dire c'est la conception de l'enveloppe du bâtiment. Donc, les seuils seront abaissés de 30% par rapport à la RT 2012. Il y aura également, et c'est nouveau, un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre concernant la consommation énergétique annuelle du bâtiment. Ce seuil aura pour but d'exclure le chauffage gaz des logements neufs, et ce dès 2024, avec l'objectif donc de sortir des énergies fossiles en 2024 pour le chauffage des logements. Il y aura un seuil maximal de consommation d'énergie, donc comme pour la RT 2012. D'ailleurs, la RT 2012, le seuil pour les bâtiments BBC, c'était 50 kWh par mètre carré par an. Donc les seuils seront à peu près équivalents, voire renforcés dans la RE 2020. Et ce qui est nouveau dans la RE 2020, c'est qu'il y aura un seuil maximal de consommation d'énergie, mais non renouvelable. C'est-à-dire que pour limiter encore la consommation d'énergie fossile. Et éviter, exclure les grille-pains électriques, les convecteurs électriques pour le chauffage et favoriser les systèmes de récupération de chaleur comme les pompes à chaleur. Donc, le deuxième objectif, ce sera mieux prendre en compte le confort d'été et les fortes chaleurs en raison du changement climatique. Donc, rapidement, le calcul du PBio sera un peu modifié avec la prise en compte du besoin de froid dans les bâtiments. Et il y a la création d'un nouvel indicateur de confort d'été qui s'appelle le degré d'inconfort en degrés Celsius par heure, qui est en fait un compteur annuel qui va additionner chaque degré perçu inconfortable à chaque heure par rapport à une certaine valeur température fixée qui est entre 26 et 28 degrés. C'est-à-dire à chaque fois que le degré sera supérieur à 26 ou 28 degrés, ça va se cumuler et former un compteur, et il y aura un seuil maximal à ne pas dépasser, au-delà duquel le bâtiment sera considéré très inconfortable l'été. Il y aura également un seuil bas à partir duquel le bâtiment sera conforme. Et entre ce seuil maximal et ce seuil bas, le bâtiment sera conforme, mais il y aura une prise en compte du besoin de refroidissement, de climatisation. C'est pour ça qu'il est encouragé d'utiliser des solutions passives pour être inférieur à ce seuil bas. Bien, et donc du coup, le troisième objectif qui rejoint vraiment le but de ce séminaire, c'est favoriser les constructions bas carbone avec le bois et les matériaux biosourcés. Donc la nouvelle méthode de calcul de la RE 2020,
ce sera l'analyse en cycle de vie dynamique pour les bâtiments qui auront une durée de 50 ans. Alors, l'objectif de l'analyse en cycle de vie, c'est de calculer donc l'impact en émissions de gaz à effet de serre et des différentes étapes du cycle de vie d'un bâtiment, de l'extraction des matériaux, à la construction du bâtiment au chantier, à l'exploitation, donc la vie du bâtiment, et enfin la destruction du bâtiment au bout de 50 ans et éventuellement la réutilisation des matériaux ou la prise en charge des déchets. Pardon. Et donc, en fait, pour prendre en compte l'analyse en cycle de vie, il y aura un nouvel indicateur en kilogrammes équivalent par mètre carré pour le bâtiment. Et donc, il sera construit à partir. Donc, il va prendre en compte donc l'impact, enfin, les émissions des matériaux, les émissions lors du chantier, l'énergie, enfin, la consommation d'énergie lors du bâtiment, ça j'en ai parlé dans l'objectif 1, également la consommation en eau. Et donc, en fait, il y aura des seuils réglementaires sur la partie consommation en énergie et sur la partie construction, c'est-à-dire les matériaux et le processus lors du chantier. Et c'est là qu'on perçoit l'intérêt des matériaux biosourcés, qui sont des matériaux qui émettent peu de carbone lors de leur fabrication, qui stockent du carbone au cours de leur vie, et donc du coup, ils sont très avantageux lors de la construction du bâtiment et vont donc pouvoir plus facilement respecter les seuils de la RE 2020. Pour autant, les exigences seront progressives. Donc à partir de 2024, il y aura l'appropriation de la méthode par les différents acteurs. Et au fur et à mesure, les seuils seront progressivement abaissés jusqu'à, en 2030, abaisser les seuils de la réglementation à plus de 40%, dans le but de systématiser l'usage bois et des matériaux biosourcés. Et donc voilà, donc cela conclut donc ma présentation sur la RE 2020 et donc les ressources sur lesquelles on peut retrouver toutes les différentes informations que je vous ai citées. Donc le dossier de presse du 24 novembre et un guide projet qui est en cours d'élaboration par le CEREMA, mais qui peut déjà être consulté sur leur site. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va passer à un échange avec Monsieur Martin, qui a été assez précurseur sur le sujet dans la Nièvre avec sa société Nièvre Écomatériaux. Monsieur Martin, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et puis présenter aussi votre entreprise? Alors, bonjour à tous, donc Frédéric Martin, je suis gérant de l'entreprise Nièvre Écomatériaux, dont j'ai ouvert en mars 2010. À la base, je voulais personnellement des matériaux écologiques pour mon habitation et lié à la difficulté d'en trouver, je suis très averti sur la faible consommation énergétique du produit et leur grande durabilité. Pour moi, il était inconcevable que ce soit autre chose que des matériaux biosourcés. Mon parcours professionnel a fait que j'ai changé de voie, changé de direction pour m'orienter vers la distribution de matériaux écologiques dédiés à l'habitat. J'ai pris ce risque de me lancer dans cette activité au travers également de la découverte d'un groupement d'achat, le premier groupement d'achat de matériaux écologiques de France, le réseau Nature et Développement. Nous sommes aujourd'hui 20 magasins indépendants, mais nous sommes groupés pour mutualiser nos achats et pouvoir négocier des conditions tarifaires, bien sûr, les plus adaptées en regard de la concurrence des laines minérales. Pour la partie isolation. Donc, on présente toute une gamme du sol, des revêtements de sol, des peintures, des isolants, du bois local, bien sûr. Moi, je vends à 99% du Douglas du Morvan, un petit peu de chêne. On va avoir, bien sûr, toute une gamme de chaux dédiés à l'habitat. Et du coup, pour vous, alors on a déjà balayé un petit peu les différents avantages des matériaux biosourcés. Quels seraient vraiment les avantages majeurs, les atouts que vous présentez en général en priorité? Alors, en priorité, puisque là, on est sur le thème de l'isolation, par rapport à tous les salons que j'ai pu faire dans les années 2010 jusqu'à 2015,
où tous les clients, que ce soit essentiellement les particuliers, me parlaient isolation, isolation. Aujourd'hui, on vient me voir, on pousse la porte de mon magasin, surtout essentiellement pour le confort d'été, la protection contre la surchauffe estivale, et de plus en plus relayée par les médias nationaux et locaux, la durabilité des produits. Aujourd'hui, des fibres de bois utilisées en rampant, utilisées en mur, ont des durées de vie de l'ordre de 30 ans, sans perte de performance, sans rétractation dans le temps. D'où un bilan économique, finalement, sur du long terme, bien plus avantageux que des laines conventionnelles. Et du coup, est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment une différence dans la demande en matériaux biosourcés depuis le moment où vous avez commencé avec votre entreprise et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au niveau des particuliers ou des maîtres d'ouvrage publics? Oui, je le note, et ça prend de l'ampleur au niveau bâtiment public, hein. Je vais parler de ce que je connais, à savoir la Nièvre. On a vraiment une prise de conscience, une impulsion de la part des pouvoirs publics. Pour citer quelques exemples, hein, le lycée Jules Renard, lycée Pierre Bérégovoy, école de la Rotonde, sont des bâtiments publics qui ont été rénovés et qui étaient spécifiés en matériaux écologiques. De plus en plus de mairies mentionnent l'utilisation de matériaux bas carbone, de matériaux biosourcés, que ce soit des ouates de cellulose ou des fibres de bois. C'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment de plus en plus demandé et pris en considération. Et parmi les produits que vous proposez dans votre gamme, est-ce que la plupart sont produits localement? Est-ce qu'il y en a seulement quelques-uns? Enfin, comment est-ce que vous pourriez décrire un peu les différentes filières par rapport à la Nièvre? Alors, par rapport à la Nièvre, malheureusement, je ne connais pas de fabricant de fibres de bois, hein, sinon bien sûr que c'est ce que j'aurais en vente. Aujourd'hui, je distribue essentiellement la marque Steico, qui est une marque européenne, je dirais presque, c'est presque le leader mondial de l'isolation écologique de la fibre de bois, qui dispose notamment dans les années en 2011-2012, voyant arriver la demande d'Europe de l'Ouest, hein, puisque l'usine actuellement est polonaise, même si la maison mère est allemande, les usines sont en Pologne. En 2011-2012, ils ont construit une usine à Casteljaloux, à côté d'Agen. Donc moi, tout ce que je fais venir, tout ce que j'achète est en production française, avec, comme l'a dit Monsieur Boub, des résineux provenant donc de France, hein, provenant des forêts des Landes. Donc avec 5 heures de camion, hein, en gros. Oui, oui. Alors j'en profite parce qu'on a une petite question de Anne Savignon dans le chat pour vous, donc je vous la pose directement. C'est en fait par rapport au surcoût qui est souvent avancé concernant les produits conventionnels. Est-ce que c'est encore un frein auprès du grand public et des maîtres d'ouvrage publics? Ou est-ce qu'on arrive finalement à leur faire relativiser les choses par rapport à la durée de vie de ces matériaux et à leur efficacité? Alors aujourd'hui, moi l'évolution que je note en 11 ans d'activité, quand j'ai ouvert l'entreprise, j'ai fait pompeusement une étude de marché, hein, qui était bien vite vue. Le biosourcé représentait à l'époque 1,3% de l'isolation en France. Aujourd'hui, le biosourcé, c'est à peu près 12% des parts de marché. Pour donner un peu, là où tout ce qui est minéral est plutôt, en termes d'évolution, assez plat, hein, il n'y a pas d'explosion de l'utilisation de l'aide minérale. Les seuls produits qui aujourd'hui, les seules gammes qui aujourd'hui ont vraiment progressé, c'est le biosourcé. Devant cela, les fabricants ont fortement investi dans des usines, il est vrai, très modernes, avec peu de personnel, il faut être clair. Pour revenir sur l'isolant fibre de bois, moi j'ai constaté une baisse des tarifs à peu près de 35% dans les 10 années qui viennent de passer. Aujourd'hui, donc pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui, globalement, on n'est pas au prix de la laine minérale, hein, ça se saurait. Il faut compter à peu près un surcoût matériaux, je parle, de 15 à 20%. Aujourd'hui,
Et en toute franchise, je pense qu'on est aujourd'hui à un seuil bas où on ne réduira pas l'écart qui reste à faire, si ce n'est au travers de la taxe carbone. Puisque les isolants biosourcés étant des produits générant très très peu de gaz carbonique et donc de pollution, sont très peu impactés par la taxe carbone, contrairement aux laines minérales. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux élus de la Nièvre pour faciliter l'émergence de projets publics qui utilisent des matériaux biosourcés et du bois local? Alors, pour moi, le bois local, ce n'est que du bon sens. Très, très peu d'énergie grise à transporter, puisqu'il est proche. On a la chance d'être à proximité du Morvan et avec une ressource en matière première qui est très proche. Matériaux extrêmement résistants pour la construction, résistants naturellement au xylophage. C'est vraiment un matériau par excellence. Pour moi, qui est vraiment par excellence. On a tout ce qu'il faut en Bourgogne pour avoir cette matière, facilement. Après, alors, j'ai perdu la deuxième partie de la question, excusez-moi. En fait, c'était voilà, tous les conseils que vous pouviez avoir pour favoriser ce genre de projet quand on est un élu. Oui. Alors, l'argument, pour moi, l'argument de base, c'est la durabilité du matériau. De façon assez peut-être réducteur, je peux l'entendre, mais globalement, un matériau, un isolant, une laine de verre, une laine de roche, est sensible à l'humidité, d'où ces phénomènes de rétractation dans le temps. C'est une des parties des explications. Quand on a construit une cloison, quand on a fait un plafond, généralement, on n'y retourne jamais. On ne fait pas forcément attention, mais la seule compensation que l'on a pour garder le même confort dans les pièces, c'est d'augmenter la quantité de chauffage. C'est quelque chose d'assez insidieux, on ne fait pas attention, mais les années passent et on est obligé de compenser en utilisant plus de chauffage, donc plus de CO2 dans l'atmosphère. L'utilisation de matériaux biosourcés présente l'avantage environnemental du stockage de CO2, hein, ce qui a déjà été dit, présente l'avantage d'une grande résistance du matériau dans le temps, donc sans perte d'efficacité, sans ce besoin à avoir augmenté son chauffage au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. La seule chose que je vois et sur lequel, bien sûr, il y a des finances à tenir, hein, on est tous tenus à ça, c'est sur la longévité et la durabilité. Si on est capable de faire un cycle économique d'un bâtiment sur des échelles 20 à 30 ans, je pense que les matériaux biosourcés n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Après, ça reste quand même aussi mon avis de commerçant de matériaux écologiques. Mais j'en reste quand même vraiment persuadé. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions parmi les participants qui souhaiteraient lever la main ou les écrire dans le chat pour vous les poser directement. Non, visiblement pas. C'était très clair en tout cas. Merci bien. Et pour reprendre un temps question-réponse juste avant la dernière présentation là, de cette partie. Et donc, pour enchaîner, on va s'intéresser cette fois plus à la filière bois. Et donc, dans le Morvan, avec 3 intervenants, M. Pichelin, M. Billot et M. Marchand. Bonjour, donc, Clément Pichelin, je suis chargé de mission au sein de l'association Artisans Bois Morvan. Bonjour, Pierre Marchand, client de Nièvre Écomatériaux depuis peu de temps. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis membre du réseau Artisans Bois Morvan et puis les différentes casquettes. Donc je dirige la saboterie familiale dans le Morvan, qui s'est également développée sur le marché de la construction bois depuis une dizaine d'années maintenant. Et du coup, Simon Billot ne sera pas là pour la présentation. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe pour avoir voilà. pour passer? Normalement, je vous ai donné le contrôle de l'écran, donc vous avez juste à cliquer sur les flèches ou sur la souris. Ok, alors hop. Donc, dans un premier temps, on va vous parler de la signature Morvan Nature et Talent, pour ensuite aller sur la présentation d'Artisans Bois Morvan et
vous expliquer un peu plus les leviers qu'on met en œuvre pour participer et faciliter à l'utilisation des bois locaux dans la construction et la rénovation. Donc, dans un premier temps, Morvan Nature et Talent. Donc, c'est une signature qui a été créée en 2012 par le parc du Morvan, qui est aujourd'hui géré par 4 associations, donc Morvan Terroir, Association du tourisme en Morvan, l'Association française des sapins de Noël naturels et Artisans Bois Morvan. Alors, en fait, cette association, disons que là, on va passer assez rapidement là-dessus, c'est simplement pour vous présenter la démarche. Pourquoi rapidement? Parce qu'elle n'englobe pas uniquement des gens qui sont dans le secteur du bois, de la matière première. En fait, cette signature, elle reprend l'ensemble des artisans du territoire qui travaillent des produits locaux dans un respect d'une certaine éthique environnementale. Et donc, on va balayer assez largement l'artisanat local, que ce soit les gens qui travaillent la terre, des potiers. Nous, on est membre du réseau Morvan Nature et Talent pour ce qui est de la fabrication des sabots, mais vous trouvez également des gens qui font des produits de bouche localement. Et avec en fait cette idée de mettre en réseau finalement l'ensemble des artisans locaux et qu'on puisse finalement, en fonction des demandes, lorsque sur le territoire une personne vient avec pour objectif de connaître un petit peu mieux le territoire sous l'aspect artisanal et puis qui s'intéresse aux produits locaux pour consommer local et consommer vrai, si j'ose dire, eh bien le réseau est là pour l'aiguiller. Et puis l'idée, c'était de tous se connaître un petit peu mieux pour pouvoir parler les uns des autres et aiguiller en fonction des demandes tous les clients potentiels que nous avions, toutes les personnes intéressées pour découvrir donc les savoir-faire et les talents du Morvan. Et puis, de manière plus ciblée dans le bois, l'association Artisans Bois Morvan, elle a cette démarche également de mise en réseau de tous les artisans du territoire, mais spécifiquement liés aux matériaux bois. Voilà, donc on va reprendre un peu dans l'ordre. Donc, les objectifs. Donc, le premier, ça va être effectivement de renforcer la force de vente de ces adhérents à la signature. Donc, avec une visibilité, notamment sur le site internet, sur des événements organisés assez régulièrement et une visibilité sur des points de vente pour ces produits-là. Donc, donner encore la visibilité au Made in Morvan en rassemblant les productions locales et du coup, enfin, mettre en synergie donc, les acteurs locaux de filières différentes autour d'une démarche territoriale. Et donc, le concept de cette signature, c'est d'avoir une signature donc, pour un ensemble de produits, comme disait Pierre, donc, que ce soit des produits de bouche, des sapins de Noël, des hébergements touristiques ou des produits bois. Et d'organiser ça autour d'un respect d'un cahier des charges, donc en fonction du secteur d'activité des entreprises qui souhaitent avoir cette signature-là, il va être un peu changé, mais ça va être sur des critères d'origine, des critères environnementaux, paysagers ou partenariats. Voilà. Rien à ajouter, parlons du bois Morvan. Donc, pour ce qui concerne l'Artisan Bois Morvan, c'est une association qui a été créée en 2009 à l'initiative du parc du Morvan, en suivant le constat qu'en fait, il y avait un manque de bois local séché et raboté, donc, qui était nécessaire pour développer une filière locale complète. Aujourd'hui, ABM, donc c'est 16 entités adhérentes. C'est environ 80 emplois, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 25 000 m3 de bois sortis par an en équivalent maison. Ça représente à peu près 625 maisons bois. Les adhérences vont... je vais passer tout seul. Hein. Ah, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, on a des scieries, des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes et des architectes et designers. Donc, ils font partie de cette association. Finalement, avec tout le réseau ABM et tous les membres de l'association, je veux dire, on peut faire une maison finalement du plancher au toit dans la structure et puis on peut la meubler derrière. Voilà. Et donc, dans les actions concrètes qu'on va mettre en place, donc on a une mission d'inventaire, donc que ce soit l'inventaire des acteurs, l'inventaire des ressources ou l'inventaire
des compétences. Donc, ça a été le cas pour cette halte d'anneau, qui a été réalisée en 2018, où le rôle d'ABM a été de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du coup une participation aussi active des acteurs. Donc, pour ce projet-là, les leviers qui ont été mis en place pour privilégier l'utilisation de bois locaux, ça a été tout d'abord d'utiliser du bois local qui provenait des scieries du réseau ABM. Donc, qui venait du réseau d'ABM. Donc, la transformation a été faite sur place avec du bois local et qui était finalement mise en place à. Donc, on était sur une démarche totalement territoriale et du coup, ce qui nous amène au deuxième levier qui a été de travailler en chaîne de valeur. C'est-à-dire que la matière première pouvait être totalement transformée sur le territoire afin d'être installée sur le territoire en tant que produit fini. Voilà, donc c'est à peu près bon. Ensuite, donc voilà, création de valeur ajoutée locale. Donc, je vous parlais qu'il y avait un déficit en bois séché et raboté sur le Morvan. Donc, ça a été deux des premières actions qui ont été mises en place au sein de l'association. Donc, la première, c'était de faire un séchoir mobile. En fait, une entreprise avec un séchoir mobile venait et circulait dans le Morvan dans les scieries pour leur présenter un peu les avantages de ce type d'installation. Et cette circulation a permis à 3 scieries d'investir en fait et qu'elles puissent avoir chacune leur séchoir au sein de leur entreprise. Et pareil pour la corvailleuse, c'est passé par un système de formation, un système voilà, c'est un peu le même principe qui a été fait. Ensuite, on a un volet formation. On peut voir le bois brûlé donc à gauche, où sur des journées thématiques, en fait, on va inviter les membres de l'association à s'informer sur des techniques nouvelles. Donc, cette journée-là, ça a été sur le bois brûlé en 2016. On met aussi en place des soirées techniques avec des points un peu plus particuliers. Donc là, par exemple, pour cette soirée-là, ça a été de discuter autour de la menuiserie et de l'ossature bois. Donc, dans ce cadre-là, on invite le maximum d'adhérents et puis de corps d'État qui interviennent sur ce genre de chantier. On essaye de voir un peu les problèmes qu'ont chacun et de discuter ensemble d'une solution qui peut permettre de fixer un peu un cahier des charges pour que les chantiers se passent bien. Ensuite, on a une action concrète donc, sur de la communication, donc, grâce à notre site internet qui a été mis au point en 2012. Voilà, parce que du coup, ça permet d'apporter une visibilité de l'association, qui est intéressant. Quand quelqu'un recherche à acheter du bois local et qu'il tape artisan bois sur Internet, on est très bien référencé et il tombe tout de suite sur notre site qui peut permettre de l'aiguiller sur des entreprises qui sont adhérentes à ABM et du coup qui ont ce critère de travailler avec des bois d'origine locale. Ça fonctionne pas mal d'ailleurs, le site. Chaque semaine, il y a des demandes qui sont transmises à l'ensemble des membres de l'association, qui sont des demandes de particuliers qui cherchent soit du bois pour leur projet de construction, soit qui veulent des meubles, soit qui demandent… En fait, leur demande, c'est le bois. Ils veulent acheter local et donc ils passent par cette plateforme-là. Et puis ensuite, les membres du réseau se mettent d'accord pour répondre. Et puis comme ça, on va dire, on répond aux demandes un peu en alternance, ou en tout cas dans ce qu'on peut faire, dans nos compétences.
Et du coup, sur l'aspect communication aussi, on a créé en 2019 une expo mobile. Donc, c'est encore un outil de communication pour de la visibilité. Cette fois-ci, les gens qui ne sont pas forcément en train de faire une recherche active pour nous trouver. Donc là, c'est nous qui allons à leur rencontre. Donc, grâce à cet outil-là qui est organisé en exposition itinérante, en fait, et qui sous forme d'exposition thématique, circule un peu dans le Morvan à la période estivale au beau jour. Qui d'ailleurs est utilisée, cette expo mobile, elle ne sert pas uniquement au réseau ABM. On fait la promotion du bois et du réseau au travers de cette tiny. C'est une petite tiny house, quoi, finalement. Elle sert également à des gens qui souhaitent simplement avoir un espace d'exposition mobile pour parler de leur savoir-faire, pour parler d'un sujet en particulier. Et donc ensuite, il suffit c'est assez facile, on la déplace où on veut et puis on l'installe à l'intérieur ce qu'on veut. Disons que c'est un outil de communication qui, dans tous les cas, parle du bois du Morvan parce que voilà, le bâtiment est là. Et puis à l'intérieur, ensuite, on peut parler de ce qu'on veut. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, voici le récapitulatif du coup, des différents leviers qu'on met en place pour faciliter la construction et la rénovation avec les bois locaux. Donc, le premier, c'est la mise en place du coup, d'une chaîne de valeur sur le sein du territoire. Le deuxième, c'est la mise en œuvre d'essences locales, la conception en bois massif, une approche sur mesure et des pratiques artisanales. Et enfin, la visibilité du savoir-faire et des ressources. En fait, à travers le réseau ABM tel qu'il est construit aujourd'hui, vous avez des architectes qui sont membres, des architectes locaux, des scieurs qui vont faire donc la matière première des structures bois, également avec du bois local, et vous avez également des entreprises de construction bois qui mettent en œuvre. Donc finalement, quand il y a un appel d'offres, une demande d'une construction, il y a déjà chez ABM voilà, un large panel de compétences qui permettent de mener à bien le projet et allier ensuite derrière à des fournisseurs de matériaux comme Monsieur Martin, entre autres. Là, on est en capacité déjà aujourd'hui de répondre à ce besoin dans la transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question de Monsieur Arabe, architecte à Coulanges, dans le chat, qui demande si le bois du Morvan peut être considéré comme provenant du périmètre Massif Central. Alors oui, on est sur le territoire effectivement du Massif Central, notamment par le biais de Vivier. Non, c'est pas Vivier Bois, c'est clair. Bon, on est rattaché au Massif Central. BTMC, excusez-moi, Natacha Leclerc des communes forestières. BTMC, c'est Bois des territoires du Massif Central. C'est une marque qui couvre tout le périmètre du Massif Central, dont le Morvan fait partie. D'accord, merci Natacha pour cette précision. Je crois que d'ailleurs tu vas en parler juste après. Alors, donc là, pour finir sur cette première partie sur les ressources de la Nièvre, Monsieur Perrin représente les charpentiers du Morvan et il est présent avec nous pour parler de leur travail. Monsieur Perrin, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, donc Guillaume Perrin, les charpentiers du Morvan. Je suis basé à Magny, donc c'est à côté d'Avallon. Effectivement, c'est une entreprise de charpente, construction en bois que j'ai créée en 98. Et on fait quasiment, je fais 90% de mon chiffre d'affaires en construction de maisons Saturbois. Alors, on travaille sur les 4 départements de la Bourgogne, un peu sur le sud de la région parisienne. On travaille sur 2 types de marchés, on va dire le marché public et le particulier. Bon, actuellement, le marché public, c'est assez rare, hein, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ça, c'est peut-être à l'intention des élus qui nous écoutent. Ça serait bien de sortir des beaux projets. Actuellement, ce qui nous fait travailler, oui, c'est la maison individuelle, alors soit directement par le particulier, soit par des architectes ou des maîtres d'œuvre. Voilà. On a la volonté de travailler exclusivement avec des bois locaux, en particulier le Douglas, du Morvan. Alors, je ne vous cache pas que depuis quelques mois, on va dire depuis le début de l'année, la ressource est très très rare à trouver. Les prix montent fortement.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des politiques pour que ça se calme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons du coup de cette hausse des coûts récemment? Alors les raisons, moi, je ne les connais pas très exactement, sauf que on constate, on va dire, depuis le début 2021, des augmentations de coûts de matières premières et de rareté d'approvisionnement qui sont très difficilement explicables, sauf qu'on sait que le marché américain à l'export est très demandeur. Je vois par exemple du panneau de contreventement type OSB, des choses comme ça, vous n'en trouvez plus en France quoi, actuellement. Ou très difficile, quoi. Le doublage, j'en parle pas. Moi, un de mes fournisseurs principaux, qui est la série Monessé et Masuji, actuellement, ils sont incapables de nous donner un délai pour un approvisionnement de camions et puis des prix qui sont, ça devient presque de l'or, quoi. Je vais donner un exemple. L'année dernière, on va dire jusqu'à fin 2020, j'ai acheté le mètre cube de bois d'ossature en Douglas, allait à 350, 360 euros du mètre cube. Là, actuellement, on est à pratiquement 600 pour la même chose. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment. Et vous nous parliez donc effectivement qu'aujourd'hui, les principaux projets que vous menez, c'est donc pour des maisons individuelles. Est-ce que vous pourriez nous parler effectivement de ces projets-là? Donc, quel type de matériaux vous utilisez et comment dire, quels atouts il y a à construire une maison aujourd'hui en bois? Alors actuellement, ouais, effectivement, on fait beaucoup de particuliers, alors que ça soit de la maison individuelle, clé en main, sous contrat de construction de maison individuelle, c'est-à-dire que je suis constructeur de maison individuelle, où je vais faire de la signature du contrat, permis de construire jusqu'à la remise des clés, soit dans des cas où, par exemple, avec des architectes ou des choses comme ça, ou même dans des cas d'extension, on va nous solliciter que pour faire le hors du bâtiment. Un des gros atouts de la construction en bois, c'est le côté, on va dire, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, hein, matériaux biosourcés, écologie, ressources locales. Surtout que dans le Morvan, on a quand même ce fameux Douglas qui est vraiment un bois fait pour être mis en extérieur, dans certaines conditions bien sûr, mais on va dire qu'il est quand même fait pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis tout ce qui est isolant, oui, voilà, moi j'utilise quasiment en exclusivité fibre de bois et boîte de cellule. Et on a une question justement, donc là vous parliez du neuf, dans la rénovation aussi, ça a sa place? Oui, pareil, on fait pas mal de travaux, par exemple d'extension et en même temps rénovation énergétique. Donc on fait une extension au Saturbo, par exemple, je sais pas, pour créer une pièce de lit ou une chose comme ça, et on va rénover le bâtiment existant et on va utiliser les mêmes matériaux. D'accord, donc c'est le cas par exemple du projet que vous montrez ici en photo, le lycée Jules Renard, j'imagine. Par exemple, voilà, quelque chose que j'ai entendu parler tout à l'heure, dans M. Martin. Donc ça, c'est mon entreprise qui a fait toutes les façades, les 3500 m² de façade en Saturbois, exclusivement en Douglas et isolé en fibre de bois pour le lycée Jules Renard. Mais ça, c'est des marchés qu'on n'a plus actuellement, malheureusement. D'accord. Et comment dire, quel mot vous aimeriez justement faire passer aux élus pour franchir ce cap et développer un peu plus de projets au Saturbois ou même rénovation bois? Disons, actuellement, on va dire, il y a deux axes qu'il faudrait vraiment taper du poing sur la table. C'est faire comprendre aux industriels que c'est bien beau d'exploiter la ressource locale, mais si c'est pour après la vendre à l'exportation, j'en vois pas bien l'intérêt au niveau justement développement du CO2, etc. Après, c'est pareil, hein, dans le cadre, par exemple en 2018, c'est nous aussi qui avons réalisé la Lidano. C'était quelque chose qui était très très intéressant parce que l'idée c'était vraiment d'utiliser, d'exploiter la ressource locale, de faire travailler les entreprises du cru et puis des entreprises qui payent leurs impôts sur place, quoi. Donc c'est l'économie locale dans toute sa splendeur. Finalement, c'est des retombées aussi pour le territoire en fait sur le long terme, c'est de l'emploi, Et puis même actuellement, après en exploitation du bâtiment, hein, oui, la preuve, là, ce bâtiment-là, vous le mettez en avant dans le webinaire. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très, très intéressant, aussi bien intellectuellement qu'au niveau professionnel. D'accord.
Je vous remercie. Peut-être on a des questions. On peut prendre un petit temps pour des questions sur cette première partie et sur cette intervention de Monsieur Perrin. Voilà, je vous invite soit à lever la main, soit à poser vos questions dans le chat ou même à ouvrir votre micro pour poser directement votre question. Alors moi, j'en aurais peut-être une du coup pour préciser ce que vous disiez. En fait, qu'est-ce qui motive les industriels à exporter le bois? Est-ce que c'est parce que c'est des commandes qui sont vraiment sur des gros volumes ou ils sont prêts à payer plus cher que ce qu'on paierait localement? Qu'est-ce qui fait que tout ce bois sort du territoire? Moi, je vais peut-être être un peu brutal, mais c'est la vanité de l'être humain, hein, et la rentabilité, quoi. Oui, d'accord, c'est une question C'est-à-dire économique. C'est-à-dire que quand vous avez des commandes à l'export qui vous payent au cul du camion et puis 3 fois plus cher que ce qu'on peut vendre en France, et bon, on y va, quoi. Mais bon. Et qu'est-ce qui permettrait justement de revenir au local? C'est de développer justement de plus de projets, faire la promotion des projets bois? Ouais, ou alors de taxer à l'exportation. Tout Taxer à simplement. l'exportation. Parce que c'est pas normal parce qu'en définitive, actuellement, on est pénalisé, quoi. Ça fait des années qu'on veut développer et qu'on essaie de développer, d'utiliser des matériaux locaux. Et puis là, actuellement, où il y a une très forte demande à l'international, ben, plutôt que de continuer à favoriser le local, eh ben, on va à l'exportation, ce qui n'est pas normal. On a des ressources dans la Nièvre et autant les utiliser en local. Bien sûr, bien sûr. Après, au niveau des hommes des pouvoirs publics et des collectivités, s'ils ont le souhait de lancer des appels d'offres, il faut absolument que dans les critères des appels d'offres, ils mettent des règles disant l'utilisation de matériaux biosourcés, de ressources locales, mais être le plus précis possible, quoi. Est-ce que justement sur les collectivités, vous sentez effectivement cette frilosité à développer des projets? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous sauriez dire pourquoi on trouve cette frilosité à développer des projets bois? Est-ce qu'il y a des... Je pense qu'actuellement, depuis un an, les priorités sont au niveau budget autre part, quoi, hein, avec la pandémie. Je pense qu'on s'est très fortement distribué de l'argent dans ce domaine-là. Maintenant, on ne peut pas en mettre partout, quoi. Donc c'est dommage, mais c'est quand même, je dirais, nous qui sommes les acteurs locaux et les acteurs, on va dire, nationaux, qui peuvent ramener de la richesse sur le territoire et faire tourner ce que je vais appeler le commerce, hein, et non pas la maladie, quoi. Ok, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Monsieur Perrin. Merci de m'avoir invité.